Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un levier d'influence psychosociale très important, donc c'est de la preuve sociale. Certains appellent ça le conformisme d'influence ou le conformisme tout court, et d'autres appellent ça l'arme d'influence, de l'influence automatique. Alors pourquoi automatique? Parce que vous verrez qu'en vérité, on est comme drivé par des programmes inconscients et qui en fait nous fait agir d'une manière complètement automatisée, robotisée. On pourrait presque dire qu'on est hypnotisé par certains de nos schémas cognitifs. Et ça, c'est assez impressionnant. Et donc, l'intérêt que nous, on peut y trouver justement dans une pratique martiale et surtout de self-défense, c'est que à un moment donné, on se retrouve confronté à certaines situations qu'on peut trouver soit inacceptables, par exemple, lorsque quelqu'un se fait agresser et que personne ne bouge, voire peut-être même se sentir très mal à l'aise de ne pas avoir agi si quelqu'un justement se faisait agresser et est parti à ce moment-là. Alors c'est des cas qui sont assez courants, assez fréquents, et aujourd'hui je vais pouvoir vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment on en vient à avoir de tels types de comportements, et ça s'explique très simplement puisque ça a été énormément étudié en psychologie sociale depuis un bon bout de temps. Alors en gros, la preuve sociale, ce serait un des moyens de déterminer que quelque chose est bien. Et pour déterminer que quelque chose est bien, eh bien ce que je vais faire, eh bien, je vais essayer de découvrir ce que les autres font. Je vais essayer de découvrir ce que les autres trouvent bien. Donc c'est un peu stupide, mais c'est exactement ce qui se passe quand par exemple je vais aller au restaurant, puis je me retrouve face à deux restaurants, un qui est plein et un qui est vide, et je vais avoir une tendance très forte à aller vers le restaurant dans lequel il y a beaucoup de monde. Parce qu'en gros, je vais peut-être m'imaginer que c'est un bon restaurant, ou d'ailleurs c'est des réflexions qu'on fait, hein, quand par exemple on voit des Indiens dans un restaurant indien, on se dit bah, c'est que c'est forcément un bon restaurant, puisque ce sont des Indiens qui y vont. Vous voyez. Alors qu'en fait, il n'y a aucun raisonnement logique là-dedans, c'est un lien que l'on fait nous par le biais de ce levier puissant qu'est la preuve sociale. En l'occurrence, si je vois un groupe de personnes faire quelque chose et qu'ils sont très nombreux, eh bien, pour moi, ça va être une indication comme quoi ce qu'ils font est bien et que c'est la chose à faire. Et de manière générale, c'est vrai qu'on a tendance en fait à faire moins d'erreurs dans notre vie en nous conformant à l'attitude des autres. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. De manière générale, c'est vrai, et c'est pour ça que ce genre de levier marche si bien, c'est que à la base, il garantit notre survie, il garantit notre sécurité. S'il y a une quantité de personnes qui font quelque chose, et ben, en principe, c'est la meilleure chose à faire. Voilà un peu la définition de ce qu'est la preuve sociale. Et je vais vous exposer un petit peu à travers différentes expérimentations qui ont été faites ou différents événements qui sont survenus au cours des 50 dernières années, qui en fait nous illustrent un petit peu comment la preuve sociale surgit et d'observer l'impact extraordinaire que ça peut avoir. Tout à l'heure, je vous ai parlé effectivement des bars, par exemple, enfin des restaurants dans lesquels on va aller parce qu'il y a plus ou moins de monde. On observe aussi, et ça vous le savez peut-être pas, mais dans les boîtes de nuit, il y a une directive qui fait qu'on demande absolument à ce que les gens fassent la queue devant la boîte, alors que pourtant il y a de la place à l'intérieur, et parfois même jusqu'à tard, parce que ça donne une image comme quoi la boîte de nuit est une bonne boîte de nuit. Imaginez juste une seconde que vous arriviez devant une boîte de nuit où il n'y a pas de queue, il n'y a personne. Il y a des chances que vous vous disiez il y a un problème. Est-ce que c'est fermé? Est-ce qu'il y a un problème? Vous voyez, vous allez vous poser la question, et rien que le fait que vous vous posiez cette question montre bien la puissance de cet impact créé par le fait que vous voyez plusieurs personnes qui soient devant, en fait, en faisant la queue devant la boîte de nuit, quoi. Voilà, alors ça, on peut le retrouver dans plein de choses, hein. Dans les églises, par exemple, quand ils font la quête, eh ben, euh, les, euh, euh, les prêtres ou je ne sais pas, les gens qui bossent avec eux vont mettre, par exemple, de l'argent déjà à l'intérieur. Parfois même dans les églises évangélistes, ils vont mettre des gros billets de banque pour inciter les gens à se dire, bah, s'il y en a un qui a mis 500 dollars, je peux pas mettre
peux pas mettre 5 dollars, c'est pas possible, quoi. Donc je vais en mettre peut-être 10, 15. Et vous voyez, je vais inciter la personne à donner plus que ce qu'elle n'aurait donné parce que la preuve sociale dit que ce qu'il faut faire, c'est ça. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel, hein. Vous pouvez même en trouver, par exemple, dans la pub, hein, pour les livres, par exemple. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se disent en français, parce que je ne fais pas trop attention à ça, mais c'est vrai que dans les livres américains, souvent, il y a écrit best-seller. Donc, le meilleur bouquin, par exemple, de l'année, eh ben, forcément, ça veut dire que ce bouquin-là, il est forcément bien. Si c'est écrit, par exemple, tel produit est en plein essor, ventre-corps, par exemple. Bon, il y a plein de termes comme ça qui vont être utilisés pour venir directement influencer notre esprit. Et on a beau croire à ce moment-là que ça ne nous influence pas, mais ça a une influence directe. Après, ça dépend si je suis venu pour acheter ou pas. Mais même si je ne viens pas pour acheter, quand c'est très bien fait, eh ben, ça reste dans notre tête. Et c'est ce qui fait que plus tard, eh ben, on va aller acheter le produit. C'est ce qui fait que, par exemple, la pub marche si bien, alors même qu'on se dit, mais non, mais moi, la pub, je me fais pas avoir, j'achète ce que je veux. Non, non, on n'achète jamais ce qu'on veut. Enfin, jamais. C'est extrêmement rare. C'est ce qui fait que vous allez plutôt préférer acheter, par exemple, une marque plutôt une marque connue plutôt qu'une marque non connue. Vous voyez, parce que bah, la télé l'a montré, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif, qui sont des erreurs du cerveau, qui font que l'exposition à un produit qui en plus bah, forcément est valorisé, bah, forcément vous allez vous dire bah, ça c'est ce qu'il y a à faire, quoi. Pour passer un petit peu à autre chose, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est le phénomène des rires préenregistrés. Dans le phénomène des rires préenregistrés, on sait très bien, par exemple, dans la série Friends ou comme d'autres séries, qui sont en principe des séries comiques, qu'il y a des rires qui sont complètement stupides. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce sont ni des vrais rires, qui en plus n'apparaissent pas forcément au bon moment, et parfois même à des moments qui ne sont même pas drôles. Et pourtant, eh ben, il y a même, j'ai beaucoup de spectateurs qui ont été interrogés par des psychologues. Et puis en fait, ils ont répondu en ayant un sentiment négatif par rapport à ces rires, en disant mais ça c'est vraiment de la merde, quoi, c'est n'importe quoi et tout. Et on se dit tiens, c'est marrant, mais qu'est-ce qui fait que, bien que les producteurs de séries comme ça, par exemple, sachent et connaissent les résultats des personnes qui trouvent les rires complètement ridicules, qu'est-ce qui fait qu'ils laissent en fait toujours ces rires faux, falsifiés dans ces émissions? Ben, en fait, c'est très simple, c'est qu'ils ont remarqué que même si on trouve ça pourri, même si c'est falsifié, faux, ce que vous voulez, et ben, ils ont remarqué que les gens rient plus souvent et plus longtemps. C'est incroyable quand même. Vous imaginez un petit peu la puissance que ça a. Ça, encore une fois, c'est une démonstration de la preuve sociale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on remarque qu'on n'agit pas à la réalité des choses, mais on réagit à un stimulus juste sonore. Et là, alors là, c'est incroyable parce qu'on peut penser au chien de Pavlov, par exemple. C'est une véritable hypnose, le truc. Alors même qu'on sait, ça va quand même venir agir sur nous. C'est ce qui va faire aussi que les gens vont regarder peut-être plus longtemps l'émission aussi, hein. Il y a d'autres choses, hein. Ce phénomène-là, qui est très hypnotique, on le retrouve beaucoup en fait chez les animaux. C'est-à-dire que les éthologues ont fait beaucoup d'expérimentations sur les animaux. Et ils ont en fait montré que les animaux avaient aussi des comportements automatiques. En fait, c'est parti un petit peu de là pour voir et comprendre que chez nous, ben, c'est un peu pareil. Par exemple, une dinde, lorsqu'elle s'occupe de ces petits dindonos là, eh ben, en fait, elle ne réagit pas forcément à la présence des dindonos, mais elle va réagir au petit bruit, au petit son qu'émettent ces dindonos, qui est un petit peu relaté comme un chip chip. Et ce son-là déclenche de manière automatique son comportement maternel. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on observe que la dinde, si elle voit par exemple un de ses petits qui ne fait pas ce son-là, eh ben, elle est capable de le tuer, de l'abandonner et même de le tuer. Euh, Ils ont même, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont même par exemple aussi observé que par exemple, lorsqu'un putois s'approche de cette dinde, et ben pour la dinde c'est un ennemi et donc elle va l'agresser tout de suite. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont même fait l'expérience avec un putois empaillé, donc un putois mort empaillé, et pareil, elle va venir l'agresser. En revanche, lorsque ce putois-là a un magnétophone à l'intérieur dans lequel il y a l'enregistrement du chip-chip des dindonos, et ben ça déclenche de manière automatique
le comportement maternel donc de la dinde et qui va s'occuper du putois empaillé. Donc vous imaginez un petit peu la puissance que ça a, c'est que c'est vraiment hypnotique, c'est que l'animal tout de suite ne va réagir qu'au stimulus sonore. De la même manière bah, que nous, on va réagir au stimulus sonore des rires préenregistrés. Alors on a d'autres exemples comme ça dans la nature, hein. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a par exemple, il y a je crois que c'est le mérou. Le mérou, quand il se déplace un peu dans l'eau, il est souvent accompagné d'un petit poisson à côté de lui qu'on dit que c'est un poisson nettoyeur. Et ce poisson nettoyeur, en fait, bah, c'est comme une symbiose hein, entre les deux. Bah, il va permettre au mérou de pouvoir lui nettoyer toute sa merde là dans la bouche, quoi. Et puis, comme ça, et bah, le mérou est content, et puis le petit poisson nettoyeur est content puisqu'il peut se nourrir dans la bouche du mérou. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'au moment, alors que le mérou avale tous les petits poissons, il les déglingue tout de suite, ben, quand il s'agit de ce petit poisson, je ne sais plus du nom, hein, le nom, ce petit poisson nettoyeur, qui ondule en fait d'une certaine manière comme une danse au moment où il va s'approcher de la gueule du mérou, et ben, le mérou, il se fige, il ouvre la gueule et il se fige. Et donc, ce qui permet en fait au nettoyeur de faire ce qu'il est là à faire. Ce qui est incroyable, c'est que dans la nature évolue et puis s'adapte un petit peu à tout ça. Et puis il y a un poisson, alors il me semble que c'est la blénie, c'est un autre poisson qui lui s'est dit tiens bah c'est pas mal ça. Hein, je dis pas qu'il a réfléchi, mais imaginons la chose. Et il se dit putain c'est génial, quand le petit nettoyeur là il se rapproche et qu'il ondule comme ça sa queue, l'autre il ouvre la gueule, il bouge plus. Alors la blénie se rapproche, elle se rapproche du mérou, elle ondule le corps de la même manière, et à ce moment-là, paf, le mérou s'arrête, ne bouge plus, et il se retrouve avec la gueule grande ouverte sans bouger. Qu'est-ce que fait la bénie? Il lui arrache un bout de chair et il se barre en courant, enfin il se barre en nageant, pardon, et sans que le mérou n'ait rien pu faire et n'ait même pas pu agir parce qu'il était complètement hypnotisé dans son processus naturel. C'est peut-être dans ses gènes, enfin je sais pas. Voyez, donc c'est pour illustrer un petit peu comment dans la nature, on va retrouver en fait ce comportement hypnotique ce déclencheur qui va donc amener en fait l'animal à être complètement conditionné par une sorte de magnétophone, d'un stimulus préenregistré en fait, hein, comme si c'était préenregistré et paf, ça bouge plus quoi. On retrouve ça pareil avec d'autres animaux pour leur reproduction. Enfin, c'est extraordinaire quand on regarde. C'est pour ceux qui s'intéressent un peu à l'éthologie. Je vous invite vraiment à regarder ça parce que c'est juste énorme. Et ça permet vraiment de mieux comprendre comment, chez nous, les êtres humains, on va retrouver ces mêmes types de réactions à des comportements préenregistrés à l'intérieur de nous. Donc pour nous, bah, finalement, eh ben c'est pareil, vous voyez, sur le rêve préenregistré, c'est le mécanisme et le principe de la preuve sociale qui va venir activer chez nous ce comportement automatisé qui fait que bah, on va être amené à rire plus longtemps et plus souvent, et de malgré tout apprécier le programme qui nous est proposé. Alors il faut savoir aussi que ces rires préenregistrés, ça date pas d'aujourd'hui, ça date des années 1820 à peu près, et que ceux qui ont mis ça en place, eh ben, c'est l'opéra. Alors aussi fou que ça puisse paraître, à l'époque, il y a deux gars, je ne sais plus leur nom, qui ont en fait commencé à, sans avoir conscience vraiment de l'impact, de la puissance de l'impact que ça allait créer, on commençait à employer des personnes pour applaudir. Alors eux, ils appelaient ça la claque à leur époque. Et donc un qui allait donc applaudir pour que, un peu comme nous on les a, hein, les chauffeurs de salle, et bien ils faisaient déjà ça pour l'opéra, pour être sûr que la pièce fonctionne bien. Waouh, vous imaginez un petit peu l'impact. C'est que la pièce, ils ont fait des tests comme ça et en montrant qu'une pièce où les gens applaudissaient de manière répétée comme ça, entraînant forcément le public, était plus appréciée que les pièces où il n'y avait pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui les chauffeurs de salle, par exemple. Ils employaient même des personnes pour pleurer, on appelle ça la pleureuse, des personnes pour dire à voix haute « Allez, encore, s'il vous plaît, bis, recommencer, etc. » pour inciter les gens à faire comme eux et donc bah, créer une émulation, mais cette émulation qui est complètement feintée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'époque, les chanteurs, les producteurs d'opéra ne s'en cachaient même pas. C'était même, je crois même qu'il y avait des écriteaux qui se trouvaient à l'entrée parfois des opéras pour employer des gens
qui faisaient ça. Donc il y avait même les tarifs, alors je sais pas c'était combien, imaginons c'était 5 dollars pour dire tel mot, 10 dollars pour applaudir 15 fois dans la soirée. Vous voyez, c'était vraiment fait comme ça, on s'en cachait même pas. Tout comme on ne se cache pas du fait que les rires sont faux. On sait très bien que les rires sont faux et c'est comme ça. Dans je sais plus quelles années, je crois que c'était les années 70, il y avait un psychologue qui s'appelle Bandura, un psychosociologue, qui en fait s'était intéressé au phénomène de la preuve sociale et il s'est dit tiens c'est marrant parce que euh, j'ai observé qu'il y avait des enfants voilà, qui avaient des phobies de chiens. Et est-ce que en fait je peux utiliser ce levier d'influence puissant pour les aider? Alors il a fait des expériences très intéressantes. Il a pris des enfants donc phobiques de chiens, qui étaient incapables de les toucher, de les approcher ni rien. Et puis il leur a montré pendant 4 jours un enfant dans un parc qui était en train de jouer avec un chien. Et au bout de 4 jours, après 20 minutes de regarder un enfant jouer avec un chien, eh ben, il y avait, je ne sais plus, 67% des enfants qui n'avaient plus du tout la phobie. Et puis l'expérience a été renouvelée, elle a été un petit peu changée. Et puis ils se sont dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passerait si on mettait un film? Ils se sont aperçus qu'avec un film, ça marchait encore mieux. Et dans leur film, ils montraient des séquences où il y avait plus un cette fois-ci, mais plusieurs enfants qui jouaient avec un chien. Et là, aussi incroyable que ça puisse paraître, il a suffi d'une seule fois, d'une seule visualisation, enfin d'une seule vision, je ne sais pas comment on dit, le fait de regarder ce film pendant, je ne sais pas, 1 heure, pour que l'enfant n'ait plus du tout de phobie des chiens. Alors c'est pas 100%, hein, ça doit être dans les pareils aux alentours de 70%, mais ce qui est énorme. Et c'est pour vous montrer comment le mécanisme de la preuve sociale peut agir. C'est au point où ça va venir casser, briser nos schémas répétitifs dans lesquels on est enfermé. Alors là, pour le coup, l'enfant est enfermé dans un schéma répétitif de peur. Et le mécanisme de la preuve sociale est un levier d'influence tellement puissant qu'il réussit à briser ce pattern, ce schéma, pour en installer un autre, celui qui est, eh ben, ce qui est bon, c'est ce que font les autres. Si je dois trouver une attitude, eh ben, je peux la trouver en regardant les autres, et c'est la meilleure chose à faire. Vous voyez, donc vous voyez un peu la puissance que ça a quand même, hein, c'est que ça peut carrément enlever des pathologies. Alors, dans une autre expérience, il y avait un autre psychologue, O'Connor, qui lui s'intéressait un petit peu aux enfants d'âge préscolaire et notamment sur le mécanisme de l'isolement durable qui pouvait amener les enfants à entrer dans une inadaptation et une non-intégration sociale en tant qu'adultes. Et comme il avait ce souci-là, il a commencé à observer des enfants dans les écoles maternelles qui étaient très timides. Et des enfants qui étaient, vous savez, très isolés, qui étaient pas trop avec les autres enfants, et puis qui, notamment, ne jouaient pas avec eux. Et donc, il s'est dit, bah, ces enfants-là, ils prennent ce risque, justement, d'entrer dans ce quoi je me soucie, hein, donc l'isolement durable, etc. Alors, lui, il était malin aussi, il a créé, je crois, 11 séquences de films dans lesquels il y avait différents enfants qui étaient isolés et puis qui se rapprochaient d'un groupe et en se rapprochant d'un groupe, et bah, ils commençaient à s'ouvrir, à être super bien. Alors bien sûr, c'était manipulé ce truc-là, hein. Et puis donc très intégré par le groupe, et le groupe est très satisfait que cet enfant soit venu les rejoindre, donc à jouer, etc. Et donc en montrant toutes ces séquences donc à ces enfants-là, hein, donc il avait 2 groupes, hein, un groupe témoin qui ne regardait pas ces films et le groupe qui regardait ces films. Et à l'issue en fait du visionnage de ces séquences-là, quasiment tous les enfants timides qui avaient vu ça se sont immédiatement adaptés, ont été directement vers les enfants, se sont intégrés à eux et ont commencé à jouer. En fait, ils sont plus du tout devenus timides. Et encore un fait encore plus impressionnant, c'est que ils ont remarqué que ces enfants-là avaient une tendance, alors pas tous, hein, mais avaient une tendance à prendre des décisions, à prendre des initiatives et à finalement devenir les leaders du groupe qu'ils avaient intégré. C'est quand même extraordinaire quand on y pense.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme-là qu'on retrouve, euh, en fait, de preuve sociale, de comment ça devient une arme d'influence automatique, comme je l'expliquais au début, va amener à un certain comportement très étrange qu'on appelle l'ignorance collective. Et donc, du coup, vous allez comprendre comment il est relié justement aux paramètres de l'incertitude. Alors pour ça, je vais vous parler d'une histoire qui arrivait, je ne sais plus dans quelles années, pareil, ça devait être dans les années 70, 80 ou 60, je ne sais plus trop. Je me rappelle juste du nom, c'est des cours qui datent de 10 ans pour moi, tout ça, donc je vous inviterai à les regarder. Alors il faut savoir que l'ignorance collective, c'est en gros, on en parle comme l'inaction de tout un groupe de passants, enfin tout un groupe de personnes qui passent devant une victime ayant un besoin urgent d'aide. Et en fait, c'est regroupé sous ce terme d'ignorance collective. Et il y a une histoire qui est l'histoire de Catherine Genovese. C'est une histoire très connue aux États-Unis parce que c'est une femme qui a été agressée, violée et tuée pendant près de 30 minutes. Alors, vous imaginez, une demi-heure, c'est énorme. Ça veut dire qu'il a eu le temps de faire tout ça. L'agresseur a eu le temps de partir 2 fois et de revenir 2 fois pour la replanter et puis il l'a tuée. Et il faut savoir que cette femme, donc agressée pendant 30 minutes, est morte, hein, bien sûr. Et il y avait, alors qu'elle était en train de se faire agresser, il y avait 38 témoins. Vous imaginez, 38 témoins, c'est énorme. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas, je sais pas, appelé la police Alors, il y en a 2-3 qui ont crié, hein, bien sûr, pour faire fuir l'agresseur, mais l'agresseur revenait. Et ça a fait donc beaucoup de bruit à l'époque. Ça a été relayé par des quantités de médias. Et en fait, ils ont voulu comprendre, parce qu'à l'époque, l'analyse qui était faite un petit peu par les différents médias, par différents psys, etc., c'était, en gros, on est devenus des monstres, quoi. On est complètement apathique, on est complètement dépersonnalisé. Ça, c'est le phénomène des sociétés urbaines, des sociétés dites mégalopolitaines. Alors, c'est l'expression d'une agressivité refoulée, donc comme quoi on est vraiment hyper agressif. On était en train de pointer du doigt aussi les films à la télé, enfin bref. Il y avait des quantités d'explications qui avaient essayé d'être données pour comprendre en fait ce qui s'était passé, mais il a fallu attendre un certain temps pour que certains psychologues sociaux s'intéressent vraiment au phénomène et observent finalement que d'une part il y a ce que vous devez déjà connaître, une part de ce qu'on appelle de la responsabilité qui est diluée, parce qu'on est plusieurs, mais c'est pas tellement en fait la véritable raison. Cathy Genovese a été victime en fait du principe de la preuve sociale et de l'ignorance collective. En fait, quand on est dans une situation de cette sorte, c'est-à-dire qu'on voit une personne qui se fait agresser devant, on ne sait pas trop, et qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, mais est-ce que c'est un couple qui s'engueule? Parce que parfois on voit pas bien des fois, hein, c'est pas clair des fois. Est-ce que c'est un couple qui s'engueule? Est-ce que c'est pas une télévision? Ça dépend aussi du bruit comme on l'entend. Est-ce que on va se poser plein de questions si vous voulez, qui font qu'en fait, eh ben on sait pas. On sait pas, et en fait la question qui nous vient en premier d'un point de vue juste psychologique, c'est même pas forcément conscient, c'est on veut savoir, on veut connaître l'urgence ou non de ce qui arrive. Et donc on a besoin pour ça finalement des autres. Et c'est là que la preuve sociale entre en jeu, c'est que si personne n'agit, c'est que finalement c'est pas urgent. Donc en fait, c'est le degré d'incertitude dans laquelle je me trouve face à une situation, donc je ne sais pas, c'est-à-dire que la personne qui se faisait agresser, Cathy Genovese, en outre, la personne, ils ne devaient pas bien voir parce qu'ils étaient tous à leur fenêtre, etc. Donc ils voyaient sans voir, c'était la nuit. On devait se douter, mais vous savez, on peut dire d'une manière très rationnelle, on n'est pas bête. Je veux dire, t'entends quelqu'un gueuler dans le noir, elle se fait agresser. Mais non, mais c'est pas si simple que ça en vérité. C'est qu'on se pose vraiment ces questions. Je dis pas que 100% des gens vont le faire, vont se poser ces questions de cette manière-là, mais une majorité le fera. Et une majorité, ça ne veut pas dire que je ferai partie de ceux qui ne le feraient pas. C'est je ferai sûrement partie des gens qui justement n'agiraient pas parce que je suis dans cette transe, on peut appeler ça une transe hypnotique comme on a pu le voir quand je vous ai parlé des données éthologiques, qui fait que je ne vais pas agir, et il y a de fortes chances d'ailleurs que ça arrive, parce que justement je suis mêlé aux individus. Vous voyez, il y a plusieurs individus.
Donc c'est ça rappeler que c'est ce degré d'incertitude et non pas comment dire un comportement d'indifférence. Vous voyez, c'est que c'est pas de l'indifférence en se disant je regarde ça et je m'en fous, ça serait horrible. Non, c'est vraiment ce degré d'incertitude qui va venir influencer complètement la perception en fait de l'événement et qui va nous demander donc de nous rapprocher tout de suite du levier naturel dont on parle depuis le début, qui est celui de la preuve sociale. C'est qu'est-ce que les autres font, parce que l'attitude à avoir, c'est celle que les autres ont. L'attitude que je dois avoir, qui est appropriée, c'est celle que les autres ont. Donc si personne n'agit, ben, en principe, il se passe, c'est que je dois rien faire. Et tout ça, ça se fait d'une manière complètement inconsciente. C'est ce qui nous amène à être dans cette ignorance collective, donc à être dans cette inaction face à tout ça. Alors les psys, ils ont fait pas mal d'expérimentations sur ça, ils ont dit tiens mais c'est quand même curieux, on va quand même tester ça. Et puis ils se sont aperçus qu'en fait plus il y avait de monde, et moins les gens agissaient. D'où ce phénomène justement encore plus puissant de preuve sociale qui est lié au fait que si la masse ne le fait pas, ben, en principe c'est pas ce que je dois faire, puisque c'est ce que j'ai appris depuis l'enfance, c'est que en principe ce que les autres font c'est bon. Vous voyez, ça commence par les parents par exemple, ensuite c'est par les enfants qui ont été éduqués par leurs propres parents, ensuite c'est les comportements sociaux qu'on repart dans la rue, c'est même inconscient, ça se fait tout seul, plus les règles qui sont édictées par la télé, par différents biais, l'école, ce que vous voulez. Et puis par nos propres expériences empiriques aussi, comme je vous expliquais au début, sur le fait de trouver des raccourcis parce qu'on en a besoin pour tout simplement garantir notre sécurité. Donc la faille dans tout ça, c'est que justement, ça nous amène à des comportements très automatisés, très robotisés, très hypnotiques. L'expérience qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont observé, alors ils ont simulé bien sûr des choses, enfin ils ont manipulé, si vous voulez, des expérimentations, en faisant croire qu'une personne était blessée, et ils ont observé un peu la réaction des gens. Alors ce qui se passe très souvent, c'est qu'ils ont remarqué que si le passant est seul, dans 90% des cas, le passant va, même presque pas loin de 100%, va venir aider la personne qui est en danger, surtout si la personne est en sang, par terre, etc. En revanche, si cette personne, le passant, est accompagné de deux complices de l'expérience qui vont passer devant et qui vont pas y faire attention, eh bien dans 70% des cas, les gens ils bougent pas. Vous voyez, donc, vous imaginez la puissance de cet impact quand même, hein, c'est juste deux personnes. Imaginez que dans la rue, il n'y a rarement que deux personnes, vous en avez encore plus, et donc ça va venir influencer complètement notre comportement d'un point de vue purement automatique, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire, ça se fait tout seul. Et donc, ils ont fait aussi le test avec de la fumée qui sortait d'un bâtiment. Et pareil, quand une personne était seule, eh bien, elle donnait l'alarme en appelant la police, en appelant les pompiers. Mais dès qu'elle était suivie de deux personnes complices de l'expérience qui ne prêtaient pas attention du tout à la fumée qui sortait du bâtiment, pareil, 80% des personnes ne donnaient pas l'alarme. Vous voyez. Après, je vais vous expliquer aussi pourquoi les pourcentages, parce que encore une fois, il y a des gens qui peuvent dire non mais moi c'est sûr, je suis parti des 20%, mais ça se passe pas du tout comme ça en fait. Hein. C'est vraiment une question d'état de conscience du moment, plus que de pourcentage de dire je fais partie d'un groupe ou de l'autre. Mais c'est pour vous montrer justement la puissance que ça a dans notre quotidien pour tous, quoi. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que en fait, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu, c'est le nombre. Plus on est nombreux, plus ce levier d'influence de la preuve sociale est puissant. Ensuite, dans les autres paramètres dont on peut parler, c'est d'observer que on vit dans un milieu urbain. Alors forcément, un milieu urbain comme Paris par exemple, il y a énormément de monde. Ça, c'est le premier paramètre. Donc beaucoup de monde dit levier d'influence puissant. Deuxième paramètre, c'est le fait qu'on ne se connaisse pas. Donc on sait très bien, on peut l'observer, après je ne vais pas vous parler d'autres expériences de psychose sociale, mais ne serait-ce que par l'observation, on n'aime pas trop les gens qu'on ne connaît pas. Il suffit de voir comment on répond parfois à une personne qui nous demande l'heure par exemple. Mais ça c'est un détail. On n'aime pas trop les gens qu'on ne connaît pas, d'où le racisme, d'où etc. Et donc ce qui va donc pas créer forcément directement des comportements de coopération par exemple, vous voyez. Et puis troisième facteur, c'est le facteur des stimuli. C'est-à-dire que dans une ville, comme Paris, dans les grandes villes, il y a énormément de stimuli. Et ces stimuli-là, en plus, ils sont non seulement complexes, parce qu'il y a des choses nouvelles, etc., et ils sont surtout changeants. Et comme ça change en permanence, notre cerveau, lui, il est trop stimulé. C'est ce qui nous met dans un certain état de transe aussi, hein, un peu bizarrement, quoi. Et ce sont ces paramètres-là qui vont venir
renforcer, si vous voulez, ce levier d'influence qu'on va moins retrouver, par exemple, en province et encore moins à la campagne. Ah oui, à la campagne, il n'y a personne, les gens se connaissent, et puis il y a très peu de stimuli changeants, parce qu'en général, les choses n'évoluent pas trop, quoi, vous voyez. Donc ils sont plus à même de pouvoir, entre eux, s'aider, ne serait-ce que par ces simples paramètres. Alors la première solution, c'est simple, je vous en parle depuis le tout début, c'est la présence. C'est-à-dire que de travailler votre présence à vous-même. Pourquoi? Parce que, encore une fois, rappelez-vous que vous êtes qu'on est naturellement en fait entraîné par nos schémas automatisés, que quand je rentre chez moi, et ben, je prends souvent le même chemin, que je suis souvent dans mes pensées, peut-être sur mon portable. Vous voyez, toutes ces choses vont renforcer encore une fois l'automatisme de mes chemins parcourus ou de mes actions. Et donc c'est très automatisé, c'est ça qui me met dans une transe, qui me fait que si je suis par exemple agressé ou si j'ai quelqu'un qui me crie dessus, je vais tout de suite sortir de ma transe et je vais être un peu surpris, et c'est ça souvent qui m'amène soit à agresser la personne tout de suite parce que je suis un instinctif, ou alors à être complètement comment dire, figé parce que je suis plutôt quelqu'un d'émotionnel ou de mental, vous voyez. Donc, l'idée c'est de d'abord travailler le plus souvent possible la présence de l'instant, ce qu'on peut appeler la vigilance de soi, la vigilance générale, qui est une forme de méditation, ou peut-être une méditation tout court, hein, chacun appelle ça comme il veut, parce que rappelez-vous que la preuve sociale, c'est un levier qui va venir activer chez nous donc cette transe, on peut vraiment appeler ça une transe, cette transe automatique, et qui peut être cassée si moi je reviens à la présence. C'est-à-dire que si je suis présent, eh bien je vais beaucoup moins être influencé, puisque en fait très souvent on bascule d'état de conscience à un autre. Et il faut savoir que les états de conscience, ils sont stimulés par nos pensées, ils sont stimulés par l'état dans lequel on est, nos pensées, etc. Et plus je vais être présent dans ma vie, présent dans ce que je fais, présent dans ce que je suis, eh bien moins je vais être drivé par mes propres processus automatiques, et donc être plus à même de choisir mes actions, de les décider plus en conscience. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, par exemple, qui arrivent à arrêter de fumer juste en le décidant. Et pourtant, la majorité n'y arrive pas. Mais pourtant, à ce moment-là, voilà, j'arrête, et il n'y a pas d'effet secondaire derrière ça. Ils ne grossissent pas, ils ne mangent pas plus, etc. C'est des gens qui, à ce moment-là, ont été peut-être dans leur vie déjà très vigilants, ou peut-être qu'à ce moment-là, ils l'ont été suffisamment pour pouvoir agir en conséquence de ce qu'ils souhaitaient. Voilà, donc je vous invite vraiment donc à soit revoir toute première vidéo que j'ai faite il y a 3 mois, ou soit tout simplement vous rapprocher de méthodes de type méditation de pleine conscience, ou voire même du yoga par exemple, ou du qigong, enfin, toutes ces méthodes qui en fait nous obligent à être dans l'instant présent, de vous aider à justement sortir de ce schéma automatique pour être plus à même de réagir. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si par exemple c'est vous qui voyez une agression, si peut-être que vous êtes déjà un instinctif, vous n'êtes pas trop, ou alors vous êtes très vigilant à ce moment-là et vous allez agir tout de suite, et c'est super. Mais si vous êtes figé à ce moment-là, si vous ne savez même pas pourquoi vous n'agissez pas, que vous vous en rendez compte, eh ben c'est de se rappeler tous les exos de présence que vous avez faits par exemple, et là vous allez en sortir. Et là vous allez pouvoir décider. Et vous avez très souvent ce qui se passe, hein, c'est du genre on n'agit pas et puis on va rationaliser en disant bah là en fait non, je suis hyper pressé, quoi. J'ai le boulot, ou alors j'ai mes fringues sont toutes neuves, ou je sais pas, j'ai mon ordi hyper important, si je vais aider, je vais peut-être me le faire voler, il y a toutes des informations dedans. Enfin, on va trouver toutes sortes d'explications pour soi, de rationalisation, pour finalement ne pas agir. Quand bien même, peut-être il y a des véritables raisons, mais très souvent ce sont des raisons qui sont automatisées par le cerveau, qui nous sont envoyées par le cerveau pour justifier nos actions ou nos inactions, vous voyez. Autre solution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs, si vous voulez, de ces expériences, ceux qui ont observé ça, ben, il leur est arrivé à eux des choses. Ils ont été victimes eux-mêmes du principe de la preuve sociale. Alors, il y en a un qui racontait comme ça que après avoir fait plein d'expérimentations, d'avoir compris, paf, et il se retrouve à avoir un problème sur la route, et là il se dit merde. Et là, personne s'arrête. Oh, je suis en train de vivre exactement ce que je suis en train d'étudier. C'était terrible pour lui.
Mais il a trouvé une solution. Et puis, il y en a un autre, pareil, qui racontait, alors je ne sais plus s'il racontait ça ou s'il l'a vécu, non, enfin, s'il l'a vécu ou si il se l'imaginait, mais il disait en gros, mais mince, mais là, je commence à sentir un malaise. Alors, je crois que ça lui est arrivé aussi, effectivement. Je commence à sentir un malaise, merde, mais il n'y a personne qui m'aide. Merde, je suis en train de subir le principe de ce putain de levier d'influence de preuve sociale, il n'y a personne qui va m'aider, et je suis en train de clamser, si ça se trouve, vous voyez. Alors, la solution est très simple, en vérité. La solution, c'est que, déjà, c'est de dépasser certains comportements, certaines croyances que certains ont, qui est celle de crier, par exemple. De crier au secours, par exemple, c'est une première étape, parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas. Il y a plein de gens qui n'osent pas crier, même quand ils sont mal, il y a une partie d'eux qui va dire bah non, enfin c'est évident quoi, regardez-moi, je suis en train de crever quoi. Et puis crier, je me sens mal, je suis passé pour un con. C'est incroyable, mais souvent on a même ce genre de comportement là. Donc c'est crier au secours, etc. Mais très souvent, vous savez, on s'est aperçu que ça suffisait pas et que ce qui marchait le mieux, c'était tout simplement de pointer du doigt quelqu'un. On pointe du doigt comme ça et lui dire, toi, qui as la chemise bleue là et ton jean, appelle la police et appelle une ambulance. Et quand vous faites ça, vous lui donnez la responsabilité en fait d'être un sauveur. Vous lui donnez vous lui confiez le rôle du sauveur et surtout le fait que vous l'interpelliez comme ceci va en fait lever tout doute sur l'urgence de ce qui est en train de se passer. Et ça c'est super important. Il faut vous rappeler que ceux qui marchent dans la rue, ils sont dans cette incertitude qui est en plus renforcée par le fait qu'il y ait beaucoup de monde, renforcée par le fait qu'il y ait énormément de stimuli qui soient changeants, renforcée par le fait que les gens ne se connaissent pas. Donc, pour casser le pattern du levier d'influence sociale, lorsque je suis victime moi-même, je sais pas, d'un malaise ou d'une agression, c'est de pointer du doigt une personne parce qu'elle va se sentir visée tout de suite, ce qui casse le pattern, ce qui lui sort de sa transe en fait du levier de la preuve sociale. Et à ce moment-là, rappelez-vous, puisqu'on parlait d'incertitude, c'est de réduire l'incertitude au maximum, d'écarter coûte que coûte le doute, et c'est ce qui va en fait être fait en non seulement la pointant du doigt, et en lui disant ce qu'il faut faire avec des suggestions directes. Et à ce moment-là, la personne, elle va pouvoir le faire puisque le doute est levé et l'incertitude a disparu. Et à ce moment-là, très souvent, les gens vous aident. Et quand cette première personne vous aide, souvent, c'est le mécanisme de la preuve sociale qui maintenant agit pour vous. Et souvent, 1, 2, 3, 4 personnes vont venir s'occuper de vous pour vous sauver si vous avez un malaise, voire même si vous êtes agressé. Oui, si tu pointes quelqu'un. Parce que si c'est siffler pour siffler, ça va interpeller les gens, mais ça ne va pas forcément les amener à agir. Ce qui est important, c'est la suggestion qui est donnée à ce moment-là à la personne que vous désignez. Donc, je siffle, si ça peut être très bien, et je pointe du doigt. Je regarde bien dans les yeux, je pointe du doigt, parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une action qui soit rapide, il faut qu'il y ait une assistance rapide et immédiate. Et la seule façon de le faire, c'est de casser le pattern et de donner l'ordre. C'est comme un ordre qu'on donne. Le cerveau, il est fait comme ça, il va prendre l'ordre, il sort du pattern. Et rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure quand je vous parlais du phénomène des sectes, quand ils étaient dans l'incertitude, il leur fallait une solution. Le cerveau ne supporte pas ne pas avoir de solution. Et quand il en trouve, il ne trouve pas forcément la meilleure. Ou alors il va trouver celle qu'il va rencontrer, par exemple, chez les autres, puisqu'on parle du mécanisme de la preuve sociale. Vous, il faut absolument qu'à ce moment-là, vous envoyez la suggestion à la personne. Alors tu parles du syndrome du gendarme, moi j'y crois pas. C'est-à-dire que ça peut marcher, mais le problème c'est que là on peut pas être, c'est comme en Krav Maga, le but c'est pas de faire de l'approximatif, c'est d'augmenter au maximum nos chances de survie. Parce que si je suis en train d'avoir un malaise et que je fais que siffler, il n'y a personne qui va venir t'aider et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas mourir. Donc c'est se rappeler juste ça, c'est que siffler, oui, s'il n'y a personne dans la rue, vous allez siffler, ça va interpeller les gens. Peut-être quelqu'un qui va sortir de la fenêtre, mais quand la personne sort de la fenêtre, vous devez la regarder, vous devez la pointer du doigt, si vous pouvez en tout cas, et vous devez lui dire quoi faire. Appelez la police,
appeler, etc. etc. C'est un mécanisme qui est très utilisé, notamment en hypnose, pour donc créer de la suggestibilité. Et en l'occurrence, là, ici, c'est très important, puisqu'on bascule donc d'une transe à une autre. Et donc, enfin, le sujet que vous interpellez va basculer d'une transe à une autre, et il faut absolument que cette transe vous soit favorable à vous, puisque vous voulez survivre. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris là où je voulais en venir. Pourquoi je suis passé par toutes ces étapes au départ d'explication, parce que si on y repense bien, on repense au comportement automatisé des animaux qui sont automatisés d'un point de vue purement presque génétique, hein. Et ben pour nous c'est pareil, c'est génétique. On va se conformer d'une manière naturelle parce que c'est notre moyen de survie. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est de méditer, hein, ou méditer au sens de réfléchir sur tous les aspects finalement qui ont été évoqués dans la vidéo, parce que plus vous allez vous le remémorer, plus vous allez l'analyser, si vous voulez, plus vous allez comprendre finalement l'impact, la puissance en fait de ce levier d'influence, qui en fait vient expliquer un certain nombre de choses. Donc ça peut aussi enlever, vous imaginez, de la colère, parce que si vous n'agissez pas, ben oui, mais c'est pas une question de faute, c'est une question de ok, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que je n'ai pas agi? Ben, c'est pas mon indifférence, c'est mon degré d'incertitude et mon degré surtout de non-vigilance dans ma vie, qui fait que ça m'a empêché de sortir de cette transe-là dans laquelle j'étais, pardon. Et puis d'autre part, si je suis victime, et ben maintenant vous avez une solution simple, facile à faire et surtout à exécuter. Les psychologues, ils ont remarqué une chose incroyable. Ils ont observé que lorsqu'un suicide surgissait par exemple un jour de la semaine et qu'il était relayé par un certain nombre de médias, et ben ils ont observé ça pendant des années, hein, c'est pas un truc à faire à la va-vite. Ils ont observé que dans la semaine qui suivait, les accidents d'avion étaient démultipliés, les accidents de voiture étaient démultipliés, et notamment les accidents d'avion par 1000. Donc vous imaginez un petit peu, hein, dès les 3e, 4e jours, ça montait en flèche, ça reprenait une semaine plus tard, et 11 jours plus tard, plus rien. Et ils ont observé ça pendant des années, et en fait, plus d'informations relayaient en fait, un meurtre ou un suicide, bah, plus ça avait une tendance en fait, à provoquer des comportements de personnes qui allaient se suicider, même inconsciemment. Vous voyez, ça c'est incroyable. Ça c'est le mécanisme de la preuve sociale, encore une fois. On va prendre un exemple très simple. Le contexte, souvent une personne qui va se suicider, il va souvent être influencé par un contexte économique pas très bon, peut-être influencé par le fait qu'il a perdu quelqu'un de sa famille, peut-être influencé, vous voyez. Et puis c'est ce qui va lui donner la motivation pour mettre fin à ses jours. Maintenant, ça, c'est ceux qui vont se tuer, mais il y a des gens qui vont pas forcément vouloir se tuer, mais qui vont quand même réagir à ça, qui vont pas se sentir bien. Vous voyez, parmi ces gens-là, il y a un certain nombre qui, lorsque l'information est relayée par les médias, de manière récurrente et puis très relayée, on peut imaginer très facilement qu'ils vont basculer en fait par imitation avec ce principe de preuve sociale qui va les amener à inconsciemment parfois à, je sais pas moi, mal manœuvrer par exemple leur voiture, à être moins vigilant, et puis boum, se faire un accident. C'est pour ça que je vous parlais de la vigilance tout à l'heure, c'est que justement, en travaillant la vigilance, en sachant ce genre de choses, si vous observez à la télévision, par exemple, une information qui est reliée d'un meurtre ou d'une personne qui se suicide, faites très attention, justement, soyez encore plus vigilant dans la semaine qui suit à votre volant. Juste vigilant, parce que c'est pas forcément vous, ça peut être une autre personne qui va créer cet accident pour vous, voyez. Donc vous allez pouvoir éviter un certain nombre de choses. Et puis on peut penser aussi qu'une personne qui n'avait pas l'intention de se suicider va trouver justement, d'une manière très inconsciente, toutes les raisons de le faire. Et donc il va se préparer pendant peut-être 3-4 jours, parce qu'il faut qu'il trouve le courage quand même de le faire. Et puis voilà, on peut imaginer plein de choses. C'est ce qu'en psychologie sociale on a appelé l'effet Werther. Pourquoi Werther? Vous devez connaître Goethe, qui a écrit un livre qui s'appelle Les souffrances du jeune Werther. Il faut savoir que ce livre, lors de sa parution, il y a énormément de jeunes qui se sont suicidés
par la suite. Hein. D'ailleurs, il a même été interdit dans certains pays, je crois même en Allemagne, il avait été interdit pendant un temps, parce que justement, il provoquait des suicides incompréhensibles de multiples jeunes. Vous voyez. Et en fait, c'est encore une fois, donc le mécanisme, le principe de la preuve sociale qui se met en œuvre, plus le mécanisme de la similarité. Vous voyez, donc le paramètre de la similarité qui vient s'associer à ce principe-là. Vous imaginez un petit peu l'impact que peut avoir justement ce principe de preuve sociale, ça va très très loin. Et les psychosociologues se sont énormément interrogés sur comment changer les choses, parce qu'en fait, ils n'ont pas tant de pouvoir que ça, c'est pas eux qui décident, hein, c'est ceux qui ont le pouvoir, l'argent, etc. Et ils se sont très inquiétés justement de ce qu'on pouvait nous donner comme information à la télévision, parce que ça nous influence d'une force qu'on n'imagine en fait pas du tout.